Ok les amis, aujourd'hui c'est Mike qui vous parle. On va aller explorer tout le canyon ensemble. Il y a plein de belles choses à voir, c'est incroyable. Beaucoup d'animaux très dangereux aussi. Il faut faire attention de ne pas mourir. Alors, j'ai parlé avec le gentil Rangers. Il m'a donné la carte de la zone et puis j'ai acheté aussi la National Geographic là, qui est vachement plus précise. Alors en gros il m'a dit qu'il allait faire très chaud, donc de prendre beaucoup d'eau. On ne peut pas recharger en eau sur la route qu'on va prendre, on va y rester une semaine à peu près. Donc on recharge impérativement en eau ici pour les histoires de permis, puisque ici, vu que c'est une zone désertique, c'est assez dangereux. Au départ du trail, il y a un petit papier à remplir où on dit où on va, combien de temps, on met le numéro de plaque du véhicule, comme ça au cas où il y a un souci, ils savent où on est. Première chose donc, recharger le van en eau, sans oublier nos jerrycans de réserve. L'eau, c'est la base lorsque l'on part plusieurs jours en autonomie dans le désert. Les zones protégées de Grand Staircase Escalante et de Glen Canyon font partie de nos préférés pour randonner. Des paysages incroyablement impressionnants, des sentiers pratiquement inexistants et un désert totalement sauvage. Pas de bruit, pas de réseau, juste l'immensité. Il faudrait certainement plus d'une vie pour en explorer les moindres recoins, et la plupart demandent d'être bien équipés, savoir se repérer et surtout connaître ses limites. Il y a quelques années, nous avions dû renoncer à plusieurs treks par ici, car ce n'était pas la bonne saison. En hiver, la neige recouvre l'horizon et les températures dégringolent. Il n'y paraît pas, mais la zone est située entre 1100 mètres et 3350 mètres d'altitude. Cette fois, nous y sommes au printemps et notre exploration commence par une petite mise en jambe qui va nous mener à un endroit plus que surprenant. Une fois encore, en chemin, nous ne pouvons qu'admirer la géologie d'un tel environnement. Certaines roches ressemblent à s'y méprendre à des morceaux de métal déposés à la façon d'une mosaïque. Plus loin, après avoir suivi notre GPS et fait confiance à notre sens de l'orientation, nous arrivons enfin à destination. Oh, ah ouais, avec tout bord du sable. Au milieu d'une étendue de roches, après quelques kilomètres de marche, sans réel repère, une curiosité aux airs de mirage, formée par 200 000 ans d'érosion éolienne. Un dôme empli de sable orange vif, perdu dans les plaines du sud de l'Utah. Une autre merveille géologique, telle une sculpture naturelle en plein désert. Il ne faudra que quelques heures avant que nos traces ne soient effacées par la prochaine bourrasque. Ce n'est que le début de cette aventure sur les pistes d'Escalante et déjà, nous avons la sensation que chaque nouvelle découverte ne sera que plus extraordinaire que la précédente. Bien quand il pleut là, qu'il y a l'eau qui ruisselle ici en cascade. Ça finit là-dedans, là, dans l'espèce de petite piscine, et puis que ça continue dans le canyon. Et Johanna qui est derrière, pas parce que je marche plus vite, mais c'est parce que du coup
C'est elle qui prend la plupart des vidéos. C'est toujours la même qu'on attend. Bon, tu te fous de moi là? C'est pas vrai. L'Utah est bien connu pour sa géologie unique au monde, mais on ne s'attendait pas à ce que les motifs qui parcourent la roche soient si variés. On approche du canyon, non? Même si cet état nous a déjà prouvé qu'il était intarissable de richesse et d'émerveillement, la surprise est une fois encore sans pareil. À chaque tournant, une nouvelle peinture. La suite s'annonce grandiose. Zebra Canyon fait partie des nombreux slot canyons que compte la région. Ce n'est pas le plus étroit que nous allons visiter, mais sa particularité sont ses lignes horizontales aux variations ocre et orange causées par les différentes couches de sédiments. Une autre caractéristique de ce canyon étroit et que l'on attendait avec impatience de découvrir un jour, sont ces sortes de boules de roche incrustées ici dans la paroi. C'est un peu étroit, mais ça va. Spider-Man ici. Ne pouvant aller plus loin, nous rebroussons chemin et tentons de rejoindre un autre canyon en empruntant le sentier le plus court. Les fameuses boules de roche, cette fois au sol, se comptent par milliers. Nous sommes littéralement au milieu d'un champ de moquis. Ces petites boules noires, brunâtres, plus ou moins rondes, sont composées d'oxyde de fer et de grès, et se sont formées sous terre lorsque des minéraux de fer ont précipité des eaux souterraines. Nous rejoignons enfin le second canyon et réalisons une fois encore à quel point il est facile de se perdre avec si peu de repères. Seul notre GPS permet de nous guider. Du coup on rentre dans le deuxième canyon. Alors ça fait une boucle au final. C'est pas super conseillé parce que c'est un peu glissant dans la partie qu'on vient de passer, mais il y a un sentier qui est existant sur le GPS en tout cas. Donc c'est faisable. C'est bon. Pour mieux le nom, tunnel Slot Canyon. En effet, Tunnel Canyon porte bien son nom. À mi-chemin, le canyon se rétrécit et forme un tunnel où le vent et le sable s'engouffrent, sculptant comme sait si bien le faire le désert, des formes surprenantes. La boucle bouclée, il est temps de reprendre le van et de nous préparer pour une des grandes randonnées qui nous a fait revenir dans la région d'Escalante à cette saison.
Permis rempli, sac à dos chargé, nous partons pour plus de 40 km de marche aller-retour sur 48 heures pour une des randonnées les plus iconiques d'Utah. C'est marrant, c'est un sac à dos avec des jambes et des bras. Bon, ben, on a packé nos sacs à dos, on a abandonné Popo pour une petite nuit, on a rempli le permis pour pouvoir aller sur le trail. Comme ça reste des endroits désertiques et potentiellement dangereux, ben, les rangers ils veulent savoir qui s'aventure là-dedans et pour combien de temps. Et puis là on en a pour à peu près 20 km pour aller tout au bout de la randonnée. On va certainement s'arrêter en chemin pour planter la tente et déposer les affaires histoire de s'alléger un peu. Sachant que bah, ici, il n'y a pas comme en France des histoires d'horaires de bivouac. On peut planter la tente beaucoup plus tôt. Donc c'est un peu un avantage par rapport à cette randonnée là en tout cas, puisque du coup comme c'est un aller-retour et pas une seule boucle, ça va nous permettre comme ça à mi-chemin de s'alléger un peu. En gros, nous on va aller tout là-bas, rejoindre une gorge, Coyote Gulch, avec une rivière à l'intérieur. Et pour l'instant, ben, on marche en plein désert. Marcher, que ce soit en plein désert, au milieu d'une forêt ou encore tout en haut d'un sommet, a un aspect très introspectif, même méditatif, comme rouler d'ailleurs. Pas après pas, nos pensées se mêlent au sable et à la poussière. Plus rien n'existe, si ce n'est le moment, curieux de découvrir ce que le prochain mètre et kilomètre nous donneront à voir, à vivre. Quelles sont tes premières impressions sur cette première partie de randonnée? C'est plat, c'est chaud, c'est beau. Apparemment, on change de zone. Par contre, je vois pas comment il peut y avoir des véhicules qui viennent ici. Ils sont marrants quand même. Bon, on a fait 5 ou 6 km depuis le départ du trail. On vient de rentrer dans Glen Canyon. Parce qu'ici c'est assez segmenté. Il y a Escalante, Glen Canyon, plein d'autres endroits comme ça qui sont protégés, qui ont des noms différents. Ça s'entremêle un peu parfois. Puis là pour l'instant, sur la première partie de la randonnée, on suit Hurricane Wash. Alors un wash, c'est, là je suis en train de marcher dedans d'ailleurs, c'est une sorte de rivière sèche on va dire, mais par contre qui devient très rapidement totalement inondée dès lors qu'il y a des pluies. Parce qu'ici le sol est tellement imperméable que quand il pleut, l'eau ruisselle et elle se retrouve dans ces endroits-là. Il y a des grosses vagues qui peuvent arriver en quelques secondes. C'est pareil dans les slot canyon, hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est assez dangereux de s'y rendre quand il pleut. Puis même, il faut quand même regarder la météo quoi qu'il arrive, parce qu'il peut pleuvoir à 20 ou 30 km de là et une vague peut quand même arriver. Donc il faut quand même bien se renseigner. Et bah là, on en a encore pour, je crois, 7 ou 8 km avant d'arriver à l'entrée du canyon. En tout cas, ça se mérite quand même. C'est super beau. C'est canon. C'est fou. C'est vraiment ultra calme. Il y a une petite brise qui est fort agréable. On n'entend rien, si ce n'est deux petits oiseaux là tout à l'heure qui sont passés par là. Incroyable. Non. On en parle comme c'est super vert là.
Le temps s'écoule et le soleil tape de plus en plus fort. Notre progression continue jusqu'à changer totalement d'environnement en s'approchant du canyon dans lequel nous nous enfonçons. De la végétation, de l'ombre, de l'eau et de la fraîcheur, nous sommes bien sur le bon chemin. Bon, ça y est, on vient de rejoindre Coyote Gulch là. Du coup, maintenant on va longer la rivière sur un peu plus de 10 km. Et puis on dormira à peu près à mi-chemin. Et ouais, il y a beaucoup plus d'eau là d'un coup. Quelques années de danse classique. Les passages de rivière se font de plus en plus nombreux et nous jouons alors les équilibristes pour passer d'une rive à une autre. Mais pas sûr que l'on finisse la journée les pieds au sec. 1 km 6 on arrive. Et ça zigzague pas mal en fait. Un vol d'oiseau c'est pas loin. Mais... Par où on passe. Je peux m'enlève les chaussures, j'ai pas envie. C'est marrant par contre l'écho. Plus nous pénétrons dans le canyon, plus les parois qui nous entourent semblent s'étirer. Majestueuses, elles nous donnent la sensation de rétrécir à chaque avancée. Bon, vu la forme de la roche, on n'est pas très loin. On va voir où est-ce qu'on va se poser. Bon, on vient tout juste de finir de poser la tente. Ça faisait très longtemps qu'on voulait venir ici, donc on est vraiment très heureux. Les arches sont gigantesques, on se sent vraiment minuscule. Avec la tente là au milieu, c'est encore plus incroyable. Donc on va dormir là, à la belle étoile. Je pense qu'on va faire un peu quelques photos aussi de nuit parce que c'est vraiment dingue comme endroit. Et puis on va aussi très bien dormir parce que là, les kilomètres à marcher dans le sable et puis il y a le petit bruit de l'eau aussi là, je pense que ça va être très agréable. Allez hop, bonne nuit. Un nouveau jour se lève et ce réveil est un de ceux qu'on ne peut oublier. Entouré d'arches gigantesques, bercé par le bruit de l'eau, profitant de la nature comme seul compagnon.
On va aller explorer le reste du canyon, mais du coup on va s'alléger, donc on va laisser la tente ici et quelques affaires et on va prendre juste le strict nécessaire, c'est-à-dire à manger, de l'eau, la petite trousse de secours, et puis bon, appareil photo, 2-3 petites choses, chaussures d'eau, shorts, de quoi se couvrir, et puis on va aller voir ce qu'il y a au bout. Bon, deuxième jour, on a laissé la tente où on a dormi cette nuit avec quelques affaires à l'intérieur. Comme ça on est parti plus léger aujourd'hui. Puis on verra suivant l'heure si on fait une seconde nuit ou pas, ou si on retourne jusqu'au van, ce qui nous ferait faire 30 km dans la journée. Donc bon, on va voir un peu en fonction du temps qu'on prend. Vu qu'on s'arrête souvent pour prendre des photos, etc. On ne sait jamais. Dans tous les cas, on a prévu ce qu'il faut niveau de nourriture pour un jour de plus, toujours au cas où. Ce qui est cool, c'est qu'on marche à l'ombre et qu'on suit le lit de la rivière. Du coup, il fait assez frais. Et ça, c'est vraiment agréable. Parce que plus haut, dans la plaine, il doit faire une trentaine de degrés. Et là, on va avoir bien 10 degrés de moins. L'objectif de la journée est simple. Continuer l'exploration de ce canyon en marchant jusqu'à ce qu'il ne soit possible d'aller plus loin et revenir à la tente. Nos sacs allégés, les pieds dans l'eau, la suite de la marche se veut plus paisible. On prend notre temps et l'on apprécie la fraîcheur des lieux, entrecoupée par quelques sessions d'escalade sous un soleil de plomb. On a fini par abdiquer. On a enlevé les chaussures de rando, puis on a mis les chaussures d'eau, histoire de passer par la rivière et arrêter d'essayer de la contourner sans cesse. C'est plus agréable aussi, il fait bon.
Bon, mais après 11 km, il est temps de faire demi-tour, comme prévu. On est arrivé au niveau de la jonction avec un autre trail qui lui remonte en haut du canyon vers un autre point de départ de la randonnée. Et nous, on va rejoindre notre camp de base et donc refaire 11 km à l'envers. Mais c'est pas grave parce que du coup, on apprécie le paysage différemment. Ce petit rafraîchissement, ça fait du bien. Ça fait trop du bien. Je pense que sans ça, j'aurais passé une très mauvaise nuit. Plus la cascade qui venait me masser là, les trapèzes, le dos. T'es en train de revivre la scène. J'ai revu la scène, c'était trop bien. Pour le retour, on passe totalement par la rivière avec les chaussures d'eau. Ça va un peu plus vite. Et au moins, on reste frais pour ce soir. Revenir par le même chemin ne signifie pas en effet de nécessairement revivre la même expérience et de voir les mêmes choses. La lumière évolue, les points de vue varient, les sons changent, la monotonie n'existe pas. Bon ben voilà, troisième et dernier jour dans ce canyon vraiment exceptionnel. On a passé une bonne nuit, bien calme. Après tous les kilomètres qu'on avait fait la veille, on a bien dormi. Et puis là, on a 12 km à faire pour rejoindre Popo. Donc c'est parti, on connaît le chemin. Vous connaissez cette sensation étrange lorsque vous quittez un lieu où vous avez passé un bon moment, où vous vous êtes senti bien et où le départ semble avoir sonné trop vite? Cette sensation qui vous fait comprendre qu'à peine parti, vous avez déjà envie de revenir? Certains endroits doivent se vivre pour comprendre l'émotion qu'ils procurent. Dernière occasion de recharger en eau avant les prochaines aventures qui nous attendent, et l'on verra que nous en aurons bien besoin. Marcher pour avancer. Marcher pour découvrir et se découvrir encore et toujours. Allez, plus que 2 km. Là, ça tape sous le soleil. On va faire au moins 30 degrés. Il est 13 h. Pas forcément l'idéal, mais bon, pas trop le choix en même temps. Puis la distance qu'il va faire, c'est comme ça. Je pense qu'il va faire chaud dans le van par contre. Ça se... 2, 3, 1, 2, 3. Ah mais j'en mets des là. Ça valait bien la peine. Ah Popo, ça y est, on te retrouve. Notre van, notre repère. Après ce genre de périple, aussi court soit-il, qu'il est bon de rentrer à la maison.
Bon ben voilà, 48 heures après, et un peu plus de 40 km, on retrouve le van. Ça fait du bien, on va manger un bout. C'est quand même assez chaud, on a pas mal de choses encore à voir sur le long de cette route là. Donc on va continuer. On vous embarque? Tu fais une marche arrière. Bip bip bip.